À la version longue, cette semaine, je reçois Julie Dupuis, qui est cofondatrice de Complexe X, qu'elle a parti avec son mari. Essentiellement, c'est des consultants, des coachs pour les entreprises, pour les patrons, pour les employés, tout ce qui a rapport aux ressources humaines, à l'humain dans l'entreprise, au leadership. En tout cas, c'est assez varié. On parle vraiment de long en large avec elle de tout ça et on a vraiment abordé plein de défis, en fait, que les entrepreneurs peuvent rencontrer. La pénurie de main-d'œuvre, on a passé à travers tout ça. Ça a été vraiment une discussion très, très intéressante et j'espère que vous allez apprécier. Julie Dupuis, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à l'émission. Je me suis fait en fait parler de toi par ma patronne qui t'a vu en conférence et on s'est dit, bon, on pourrait parler d'entrepreneuriat, faire un petit peu un survol en fait de toi, de qu'est-ce que tu offres comme service, mais parler aussi de la région, de ce qui se passe, des défis. Mais avant de commencer, on se connaît absolument pas. On vient de se rencontrer il y a 5 minutes. J'aimerais savoir un peu de ton background, en fait. C'est ça, ça a commencé comment être attiré vers le côté business un peu, puis il y a le côté humain là, aussi qu'on va parler. Mais oui, le absolument. Côté, ouais. Bien, merci pour l'invitation, premièrement. Donc, le côté business, en fait, je l'ai probablement depuis ma naissance. Si tu parlais avec ma mère, elle te dirait que je négociais tout. Okay. J'étais une excellente négociatrice quand j'étais petite, puis j'obtenais toujours ce que je voulais. Donc, ça a toujours été là. Puis, en fait, depuis mon background, c'est que j'ai été à l'école en sciences politiques à la base. Donc, à l'université à Concordia, je venais de l'ouest de l'île de Montréal. Et puis, tranquillement, en allant sur le marché du travail, j'ai toujours occupé des postes de gestion. Par mon leadership naturel, c'est sûr que j'ai eu des belles opportunités qui se sont présentées à moi. Puis, j'ai jamais arrêté d'aller à l'école. Donc, j'ai toujours continué d'aller chercher des cours universitaires, d'aller chercher des formations, ce qui fait que j'ai été chercher mes diplômes en ressources humaines, ensuite en relations industrielles et ensuite en administration. OK, fait que t'allais faire un peu... t'allais chercher un peu l'art, mais pour voir tous les secteurs, en fait. Là, oui, absolument. C'est sûr que l'organisation m'intéressait dans son entièreté. Puis, je suis une personne curieuse, donc je voulais comprendre chacune des fonctions. Et je suis curieuse, donc c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose que je grattais, puis je me disais, est-ce que je peux aller chercher des connaissances là? Bien, j'allais m'outiller pour être capable de me développer. Donc, ça s'est passé comme ça dans ma carrière. Et puis, j'ai toujours été une intrapreneur. Donc, je travaillais dans les entreprises comme si c'était la mienne. Ah, OK. Je ne connaissais pas le terme intrapreneur. Oui, intrapreneur. Donc, je me suis toujours donné beaucoup. Puis, à un moment donné, dans ma carrière, j'ai décidé de me lancer puis de dire, ce que je fais dans une entreprise, j'ai le goût de le faire dans plusieurs entreprises. Okay. Et c'est comme ça qu'à l'époque, moi et mon mari, on a décidé de fonder l'entreprise en 2017, Complexe X, dans laquelle, l'objectif, c'était justement d'aller chercher toutes nos connaissances, d'aller chercher toutes nos compétences. Lui, il sortait des Forces armées canadiennes. Okay. Il faisait de l'instruction au niveau du leadership, au niveau de la direction des équipes et ainsi de suite. Donc, c'était naturel pour nous de dire, on va prendre tout ce bagage-là et puis on va créer un centre de formation, de développement du potentiel humain. Et c'est comme ça que l'entreprise a vu le jour. Côté éducatif, c'est ça, tu sais, de partager, en fait, vos connaissances ensemble, c'est ça. Oui, absolument. Puis on en a des heures de formation, on en a suivi beaucoup là, dans notre vie, les deux ensemble, bien entendu. Puis on trouvait que la formation aujourd'hui, la façon que c'était enseigné, c'était dépassé. Donc, on voulait revoir le modèle de pédagogie, puis vraiment ramener une nouvelle pédagogie qui était vraiment orientée sur les besoins d'aujourd'hui en gestion du changement, en intelligence émotionnelle. Donc, on s'est intéressé beaucoup à la psychologie du travail et puis on a développé l'entièreté de notre matériel de formation pour avoir nos exclusivités là, puis notre saveur à nous qui faisait qu'on pouvait se démarquer là, dans le marché de la formation. Tu disais, c'était dépassé. C'est dépassé comment, en fait, dans les thèmes ou dans la façon d'amener les formations, un peu des deux? Oui, je dirais que, tu sais, la majorité des formateurs, tu sais, c'est pas tous des animateurs de foule. Donc, quand on suit une formation, tu sais, on en retient à peu près 10 %. On est très motivé sur le moment, puis après ça, on sort de là. Puis là, rapidement, la motivation tombe, puis on n'est pas capable de transposer ça. Donc, nous, on a développé une méthodologie qui est plus orientée sur du coaching pédagogique.
pédagogique. Okay. Donc, on va voir de la matière, mais tout au long de la formation, on va faire des transferts en milieu de travail selon vraiment le milieu de travail avec lequel on va faire un mandat. Donc, ça change complètement la dynamique. Puis ça fait qu'on sort avec des outils concrets et qu'on est capable de transposer là dans le moment réel en milieu de travail. Fait qu'au lieu d'être assis un peu comme à l'école, là, qu'on a tout vécu au secondaire, des fois d'être juste assis et d'avoir 1 heure d'infos qui nous est arrivé, mais quand même que des fois, on avait des profs super intéressants, mais ça reste qu'être assis, quelque chose de passif, c'est pas. Il y a certaines personnes, des fois, c'est un peu plus dur. Absolument, c'est long. Rester concentré puis de rester motivé, tout ça. Exactement. Puis la façon de livrer la matière aussi, nous, on utilise beaucoup le plaisir, l'humour. On va faire un peu d'autodérision. Donc, on se met au niveau des gens, puis on travaille avec eux. Donc, ça, c'est sûr que ça va chercher les gens, là, puis ça les motive grandement. Donc, ça fait la différence. Et de partir ta business là, avec ton mari, en fait, mais c'était-tu un projet c'est-tu une idée, en fait, de dire un jour, je vais vraiment avoir ma business ou c'est avec le temps que ça s'est amené? En fait, quand je dis entrepreneur, je le faisais par la bande. Okay. Là, donc, je travaillais des 80 heures semaine à l'époque pour mes employeurs, puis je me défonçais. Puis, mais finalement, au bout du compte, il n'y avait rien pour moi. Donc, en tant qu'employé, on est toujours limité dans les potentiels. Puis on monte en poste, on monte en position, mais finalement, toute l'énergie qu'on met, ben c'est éphémère, dans le sens que demain matin, si on n'a plus besoin de moi, c'est terminé. Là. Donc, la réflexion s'est faite, puis c'était un gros saut. Donc, c'est sûr là, de partir d'un travail, qu'on a une sécurité d'emploi, on a des bons revenus, et là, de dire, ben je saute. Et là, je me lance, j'ai pas de clients, j'ai rien et je développe tout de zéro. Ça a fait très, très peur. Donc, je me souviens encore d'être dans mon bain, là, puis de me dire, OK, là, j'étais dans l'anxiété, puis de me dire, ben il faut que je lâche ma job. Puis là, comment est-ce que je vais payer ma maison, puis comment que je vais faire vivre mes enfants. Puis finalement, j'ai fait comme, OK, saute. Saute, puis fais-le, puis vis-la ta passion, va jusqu'au bout. Puis ça a toujours réussi. Je me suis dit, si tu es capable, si tu as réussi dans ta vie professionnelle, puis que les gens autour de toi, ils t'aiment, puis ils apprécient ce que tu fais, ben je vais être capable de le faire pour plein de monde autour de moi. Oui, c'est ça. J'avoue qu'il y a un moment, tu sais, même moi, mettons, je travaille ici, je suis employé temps plein en télé, ce qui est extrêmement rare là, dans le milieu. Absolument. Mais, tu sais, des fois, est-ce que je vais à mon compte? Est-ce que, tu sais, mais il y a un côté, c'est ça, de dire, OK. Mais tu sais, je suis habitué d'avoir 40 heures semaine de paye. Tu sais, il y a quelque chose qui est habituel, de dire, OK, là, je tombe, il faut que je trouve des clients. Mais il y a cette anxiété-là aussi, là, tu sais, qui est là au début. Mais en plus, je sais pas, tu sais, là, tu l'as parti avec ton mari, tu sais, je me dis, il y a du positif, je ne veux pas dire positif ou négatif, mais tu sais, il y a des plus et moins dans le sens, OK, on est ensemble, fait qu'on est deux, mais en même temps, c'est la même job, fait que si ça marche pas, il y a pas comme un autre salaire, tu sais, c'est all-in, là, tu sais. C'est all-in, c'est plus de filet de sécurité. C'est ça, là. Pour nous, ça a été, on saute dans le vide. C'était beau parce qu'on pouvait se supporter dans cette aventure-là. C'est ça le plus que j'ai. Donc, on s'est défoncé, là, jour et nuit et fin de semaine, et toutes les discussions tournaient autour du développement de notre vision. C'est sûr que ça a apporté des défis aussi, pas juste financiers. Financiers, on s'en est bien tiré quand même. Là, on avait de l'argent de côté, donc on a été capable de passer 1 an sans se payer de salaire, ce qu'on dit, oh mon Dieu, comment qu'on va faire ça? Puis ensuite, de recommencer en se versant un salaire minimum quand on était dans des salaires super confortables. On a passé à travers tout ça. Là. Ça touche beaucoup à l'ego puis l'humilité aussi là-dedans. Mais on l'a travaillé ensemble et ça n'a pas toujours été facile au niveau de la communication, au niveau des défis, l'anxiété. Tu sais, tu peux pas être les deux anxieux puis les deux en train de paniquer. Non, c'est ça. Fait qu'il s'est joué un jeu de support et de soutien dans toute cette histoire-là. Mais on était très, très bons ensemble là, pour être capable de débuter ça. Puis, que tu me le dis si tu veux pas en parler, mais en même temps, je me dis c'est intéressant de, justement, de partir avec son conjoint, mais est-ce que moi, j'essaie juste d'imaginer, il y a quand même un défi de, on passe, tu sais, t'as la vie amoureuse, mais t'as la vie de travail, mais là, c'est comme,
C'est tout mélangé. C'est un flou, ouais. C'est ça. Fait que, mais tu sais, ça peut. C'est ça. Comment vous avez dealé avec ça, en fait? Ben, on a dealé avec ça en prenant un psychologue pour communiquer. Ben ouais, c'est ça. Ouais, oui, absolument. Exactement. Donc, on a 2 types de personnalités, même si on a les mêmes valeurs puis on se ressemble beaucoup. On a 2 types de personnalités complètement différents. Donc, lui, c'est un analytique, un cartésien, un plan de A à Z, alors que l'entrepreneuriat, il n'y a pas de plan. Le plan, il saute à tous les jours. Okay, ouais. Moi, je suis une personnalité verte. Dans les types de personnalité, je suis une émotive, je suis une personne qui va, quand ça brille, j'y vais. Donc, je suis toujours dans le changement. Donc, c'est sûr que ça amenait des conflits au niveau de la communication, mais on a eu l'intelligence émotionnelle et la maturité de dire, ben, on va se prendre un psychologue qui va nous aider à communiquer. Puis, on a fait plusieurs séances de psychologie juste axées sur la communication. Puis, ça a été extraordinaire, là. On a été capable d'apprendre à communiquer à l'intérieur de tout ça pour garder ça sain là, pour notre couple. C'est ça. Ouais. Ben, puis c'est tout à votre honneur, je veux dire, c'est la base. En fait, on se le répète souvent que c'est la base, mais des fois, on peut vite l'oublier dans le couple. Tu sais, et est-ce que vous donnez des moments de dire comme là, on parle pas de job, est-ce qu'il faut que vous mettiez des barrières un peu de dire qu'il là... On n'a pas le choix parce que c'est sûr que c'est envahissant à un moment donné. Ça, puis surtout dans des périodes de forte croissance ou de mise en place ou d'installation de programmes, c'est sûr que tous les entrepreneurs font de l'anxiété à certains points. C'est pas tout le temps la ligne rose là, quand on dit les entrepreneurs ils se mettent un F puis ils se payent un pick-up, là, c'est pas si facile que ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cet environnement-là pour être capable de développer sa business. Donc oui, on est beaucoup orienté sur la nature. On a fait de la randonnée en forêt, de la marche en forêt. Mon beau-père habite en Gaspésie, donc on va dans le bois, on se déconnecte de tout pour être capable de passer du temps ensemble. Donc, c'est pas d'aller dans des grands hôtels. Nous, c'est d'aller dans la nature quasiment là, au minimum possible pour être capable de se reconnecter. Puis, on fait des voyages, des beaux voyages de randonnée pédestre. On est allé en Himalaya, en Alaska. Donc, on va vraiment beaucoup connecter avec la nature pour être capable de sortir de tout ça, là. Oui, ça, c'est un des défis déjà je pense pour les entrepreneurs, mais même pour les travailleurs un peu plus à l'âge, mais les maudits cellulaires qu'on a dans les mains qui est un outil magnifique, en fait, de connexion, de rapidité, de trucs, mais en même temps que tu es connecté tout le temps. Là, c'est un truc à double tranchant. Le cellulaire, oui. Ben, moi, je dis toujours, on n'a jamais été aussi connecté, mais jamais aussi déconnecté. Ouais. C'est ça. Donc, il faut être capable de fermer ça. Puis moi, j'ai accouché de ma fille, ma première fille, j'ai accouché en textant avec mon BlackBerry. Là. Ah ouais. Tu sais, je veux dire, je regarde ça aujourd'hui puis je me dis c'est complètement ridicule à quel point que j'ai été absorbée par mon travail puis par la performance puis par être sûre que, tu sais, que rien que j'échappe. À un moment donné, justement, il faut apprendre à mettre des limites puis se dire, ben là, je suis en mode travail. Puis à un moment donné, ben il y a l'équilibre aussi avec qu'est-ce qui se passe à l'extérieur du travail. Puis j'en suis encore victime en ce sens que je travaille tous les jours. C'est mon plus gros défi que de garder cet équilibre-là. Okay. C'est fragile. C'est dur, c'est ça. Oui. Rentrons un peu dans Complexe X, en fait, votre business. Il y a différents volets, mais on peut peut-être commencer plus le coaching, de ce que tu as parlé depuis le début, en fait. Donc, c'est un peu la base de dire on développe ça, mais comment vous êtes pris, en fait, pour monter notre business case, si on peut dire. Oui, c'est ça, là, un peu. De définir ce que les besoins, en fait, des entrepreneurs. Puis j'imagine que, là, je réponds un peu pour toi, mais j'imagine que c'est aussi évolutif, dans le sens que c'est le pouls de ce qui se passe. Là, mais comment vous avez pris au début de dire de quoi qu'on parle? Bien, la pédagogie, elle est super importante puis elle est toujours en évolution. Donc, on ne peut pas avoir du matériel qui va être figé dans le temps. C'est ça. Donc, c'est sûr que d'être à l'affût de tout ce qui se passe, pour nous, c'est primordial là, pour être capable d'ajuster. Mais initialement, quand on a commencé, les 6 premiers mois, on était vraiment dans la rédaction de contenu. Okay. Donc, on a vraiment pris du temps pour bâtir notre méthodologie parce qu'au-delà de Pierre et Julie qui va venir donner de la formation, si on veut développer une équipe puis avoir des coachs puis des formateurs qui travaillent pour nous, bien, il faut que le même message soit véhiculé. Donc, là, il y a le défi de répliquer
dans le fond, la pédagogie pour s'assurer que l'uniformité est là puis que le même message est livré, peu importe le formateur de Complexe X qui va venir. Fait qu'on a mis beaucoup d'emphase sur le développement de la pédagogie, mais justement, quand on a parti, puis on s'est dit, bon, on va faire de la formation, les gens vont nous choisir pour l'intelligence émotionnelle, la transformation du leadership, la communication. Bien là, on a vu que finalement, les gens n'étaient pas si ouverts que ça à aller dans des types de formations comme ça. Là, je recule de v'là 5 ans. Aujourd'hui, c'est différent. Donc, on a fait plus une approche de coaching initialement où est-ce qu'on allait passer notre méthodologie, mais plus en approche 1 à 1. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé initialement. Donc, on est passé d'un modèle où est-ce qu'on voulait déployer de la formation à finalement, bien, change ton modèle, puis revient à une approche plus 1 à 1. Donc, mettons, un patron ou ça peut être des employés ou du monde dans des postes de gestion. En fait, on a formé et accompagné toutes les strates de l'organisation. Okay. L'idée, c'était de mettre l'accent initialement sur l'entreprise parce que c'était ce qu'on connaissait de plus là, au niveau des opérations, la gestion des ventes, des ressources humaines et ainsi de suite. Donc, pour nous, c'était facile de rentrer dans ce créneau-là puis d'accompagner les gens par notre expertise. Mais rapidement, ça l'a bifurqué vers l'accompagnement personnel. Okay. Donc, c'est là qu'on a vu qu'on ne peut pas dissocier la sphère personnelle de la sphère professionnelle. Ouais. Donc, si j'ai de la misère à communiquer au travail, il y a des bonnes chances que ça soit pareil à la maison. Oui, c'est ça. Tu n'es pas soudainement quelqu'un de différent, là, fondamentalement. Là, tu restes toi-même. Exactement. Fait que là, on s'est mis à accompagner des gens aussi en coaching individuel, personnel. Okay. Donc, des gens qui avaient le goût de travailler sur des objectifs à atteindre. Et là, ben, on a tout développé ce segment-là qui est Complexe X Sérénité aujourd'hui, où est-ce qu'on accompagne des gens dans leur vie personnelle à trouver justement comment être sur leur X. Okay. Donc, comment trouver les bons outils autour d'eux pour retrouver bien, la motivation interne, puis être capable d'avancer, changer des comportements et ainsi de suite. Donc, toute l'approche humaine et psychologique et intelligence émotionnelle qu'on a développée pour la business, bien, on est venu tranquillement la transposer dans le segment sérénité. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit le segment bien, Complexe X entreprise et il y a Complexe X sérénité qui vise le développement du potentiel humain, bien, de un à travers la sphère professionnelle et l'autre à travers la sphère personnelle. Oui, c'est ça. Mais ultimement, c'est ça, même si c'est personnel, c'est des outils de communication, c'est des outils, je veux dire, ça va découler dans un peu de tout, dans le reste, dans la job et tout. Là, absolument. L'organisation du travail, je veux dire, comment s'organiser dans la vie, les étapes à prendre pour aller dans la direction de ce qu'on souhaite atteindre. C'est les mêmes méthodologies qui vont s'appliquer, là, que ce soit dans un objectif, par exemple, de perte de poids dans notre vie personnelle ou que ce soit pour avoir une promotion dans notre vie professionnelle. Donc, on s'est mis à desservir les deux segments et puis là, ben, faire des ateliers de motivation pour les gens, des ateliers de croissance personnelle pour être capable justement d'avoir confiance en soi, cesser le syndrome de l'imposteur, être capable de mieux s'assumer, mieux communiquer. Donc, travailler beaucoup sur la synergologie, le body language, justement, pour livrer les messages qui sont à la hauteur de ce qu'on veut véhiculer. Là. Et est-ce que tu peux dire peut-être les formations coaching, est-ce qu'il y a des bulles ou des choses, des thèmes que vous avez déjà un peu de préétablis, là? Oui, bien en fait, si on s'en va dans la sphère entreprise, ben, on travaille beaucoup sur le leadership conscient. Donc, je ne sais pas si tu connais le terme. On parle beaucoup de leadership, là, mais tu sais, un leader, là, à 40 ans, c'était quelqu'un qui était directif, puis qui était capable d'imposer l'autorité, puis qui gérait à coups de pied dans le derrière, pratiquement. Là. Donc, ça, c'était wow, tu as du torque, donc tu es un bon leader. Aujourd'hui, le mot leadership a complètement changé. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui est capable d'influencer, quelqu'un qui est capable d'inspirer, qu'on va vouloir suivre. Donc, qui est capable de mobiliser puis d'engager ses troupes. Donc, le leadership conscient, le principe, c'est d'être capable de prendre du recul, d'observer les situations puis d'adapter son style de leadership en fonction, justement, de la clientèle qu'on a devant nous. Donc, type de personnalité, travailler avec l'intelligence émotionnelle, travailler avec la couleur et la saveur de chaque personne. Donc, on cherche vraiment un leadership de transformation. Donc, quand il y a quelque chose qu'on ne veut plus, quelles étapes est-ce qu'on a besoin de suivre et mobiliser les gens dans le but d'engager un changement. C'est ça, le leadership conscient. Parce que j'avoue que c'est ça, des fois, juste imposer aujourd'hui, on dirait que ça marche plus. Là, puis dire, ben c'est ça, parce que c'est ça, on dirait qu'il faut...
Bien, il y a personne qui aime ça, se faire imposer quelque chose tu sais, qu'on comprend pas ou qu'on ne veut pas. Oui, c'est ça. Puis ça se reflète dans les entreprises au Québec. Là, le taux de reconnaissance est très, très bas. Le taux de rotation de personnel, il est très, très élevé. La rétention, elle est basse en ce moment. Donc, justement, si on parle de pénurie de main-d'œuvre, on met beaucoup l'accent sur on a besoin de gens. Tu sais, il manque de gens pour travailler. Mais on met peu d'efforts sur la rétention des gens. Oui, c'est ça. Garde ceux que tu as déjà. Absolument. Et ça passe par la culture d'entreprise. Oui, c'est ça. J'imagine, c'est ça. Tu peux pas continuer à mettre de la pression puis être. Tu peux mettre une certaine pression, mais je veux dire, tu peux pas comme. En fait, la pression, elle est inutile en ce sens que si tu sais mobiliser puis engager tes employés, ils vont être performants. C'est ça. Donc, la performance passe par la mobilisation et non par l'imposition d'objectifs. Ouais. Donc, c'est vraiment différent dans l'approche. Puis le défi qu'on a, c'est qu'on a 5 générations présentement qui se partagent le marché du travail. Ouais. Donc, les baby-boomers ont beaucoup de difficultés avec les nouvelles générations parce que, justement, les nouvelles générations, normalement, le niveau d'éducation est un peu plus élevé. Tu sais, on a vu ça dans l'ère industrielle. Là, les gens sortaient de l'école, allaient travailler beaucoup plus rapidement, alors qu'aujourd'hui, on cumule 2 bacs avant d'aller sur le marché du travail. Mais ce qu'on apprend au cégep puis à l'université, c'est à réfléchir puis avoir une opinion critique. Ouais. Donc, quand ça rentre sur le marché du travail, là, les baby-boomers vont dire, t'as pas de nombril sèche, puis là, t'es déjà en train de vouloir changer plein de choses. Ouais. Alors que les jeunes, eux, ce qu'ils veulent, c'est être capable de faire un changement dans le monde. Donc, vraiment d'appliquer ça dans l'environnement de travail, de donner des idées, de collaborer, parce que c'est ce qu'on a enseigné à l'école. Donc, on voit vraiment une espèce d'écart, de clivage qui vient se passer là, entre les différentes générations, puis qui affecte directement le climat organisationnel dans les entreprises. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est tout le temps de gérer. C'est tout le temps en adaptation puis en changement. C'est pour ça que le leadership conscient, le leadership de transformation, c'est d'être capable de mobiliser dans le changement parce que le statu quo aujourd'hui n'existe plus. Là. Non, c'est ça. Puis surtout, là, regarde, la pénurie de main-d'œuvre, on en parle énormément. Fait que c'est pas le moment de aussi, c'est ça, de perdre des gens, comme on dit. Là. Mais puis, tu sais, on dit, il manque de gens, mais justement, il faut penser que ces gens-là apparaissent pas magiquement. Non, il faut aller les chercher. Mais en même temps, il y a quelque chose de si on engage quelqu'un, il est parti de quelque part aussi. Je pense qu'il y a une chaise musicale là, qui commence à se faire, là, l'espèce de je vais trouver des meilleures conditions, des meilleurs endroits, un endroit qui a moins de stress, qui a moins de. C'est ça. Aujourd'hui, on cherche une qualité de vie. C'est ça, oui. Et ça, quand on avait 18 de taux de chômage, c'était différent. On se cherchait une paye. Ouais. Mais aujourd'hui, l'emploi est accessible. Il y a des postes partout. Donc, ce qui va faire que les gens vont rester en emploi, le salaire, là, c'est en 8e ou 9e place. Là. Ça va être la relation avec le patron. Ça va être la reconnaissance au travail. Ça va être la possibilité de se réaliser. Ça va être le plan de développement qu'on va offrir à l'interne. Donc, c'est tout du savoir-être. Donc, les gestionnaires, les dirigeants d'entreprise, ils doivent investir en intelligence émotionnelle pour être capables de comprendre cette transformation-là, puis la vivre selon la courbe du changement. Mais si on fait des abstractions de tout ça, puis on met nos lunettes roses, c'est sûr qu'on va rester coincé dans cette espèce de carcan traditionnel-là de la pyramide où est-ce que tout part du haut puis ça se déverse par le bas. Ouais. Aujourd'hui, on vit le contraire, c'est la pyramide inversée. Tout doit partir des employés et ensuite monter pour enligner dans une vision. Fait que le leadership conscient sert à transformer ces pratiques-là en entreprise pour mettre de l'avant justement des pratiques de gestion qui sont plus orientées vers des modèles collaboratifs. Oui, c'est ça. Puis je n'aimerais pas de nom, là, mais j'ai du monde dans mon entourage qui était dans des business, justement, qu'il y avait des tensions, des affaires. Puis à un moment donné, c'est là que tu commences à réfléchir, OK, mais je suis en train quasiment de perdre ma santé mentale pour que cette personne-là fasse de l'argent. T'sais. Oui, absolument. Moi, je fais mon salaire, mais qu'on performe mieux, ça ne change rien sur mon salaire. Là, à un moment donné, il y a ça. Tu sens quand ça vient d'en haut que c'est juste, là, c'est l'argent, OK, mais... mais là, je vais aller ailleurs. Ça revient au bonheur au travail. Le bonheur au travail, c'est plus que si tu fais juste ta paye pour des heures, il n'y a pas de potentiel là-dedans. Il n'y a pas de développement de potentiel. Donc, si tu veux être capable de vraiment faire une différence, là, il faut qu'il y ait de la réalisation de soi. Là, je vais triper dans ce que je fais. Ouais. J'ai de la communication avec mes collègues. Donc là, je suis vraiment plus dans le sentiment d'appartenance, dans la réalisation de soi qui, dans la pyramide de Maslow,
c'est vraiment le top de la pyramide. Ouais. Quand on parle de bonheur au travail, il faut être capable de se réaliser. Si on est ancré sur une tâche puis il n'y a pas de communication et d'interaction sociale, on ne répond pas à ces besoins-là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, parce que là, tu parlais, puis je pensais à moi que des fois, je me disais, je suis comme une bébite parce que ça fait 11 ans que je suis ici. Puis avant, j'ai travaillé pour mon père qui avait un magasin d'électronique. Là, tu sais, j'ai travaillé à 2 places dans ma vie, puis en même temps, il y a un peu ça, tu sais, ça fait 11 ans que je suis ici. Il y a comme ma relation avec ma patronne qui est super bonne, puis il y a une espèce de... Tu sais, c'est ça, il y a une qualité de vie autour de ça, dans le sens que ça me tente pas justement de chercher des clients, de faire des tournages de soir, de fin de semaine. Tu sais, ici, je fais lundi au vendredi. Puis c'est le climat aussi, tu sais. Absolument. Justement avec ma patronne que on se connaît depuis tellement longtemps que si je demande un congé, c'est tout le temps correct. La relation de confiance est là. C'est ça, parce que c'est que tout va être correct, que ça, OK, ce port-là, ouais, c'est bien beau, tu sais. Mais ça compte pour beaucoup, tu sais, dans dans mon plaisir, en fait. Dans l'équilibre. Dans l'équilibre, tu sais. Ça compte pour beaucoup. Donc, c'est sûr que si on est toujours avec quelqu'un au-dessus de notre épaule qui surveille tout, qui contrôle les heures, qu'à chaque fois qu'on se présente pas, on a le sentiment de culpabilité de dire, tu sais, ils vont penser que je travaille pas, et ainsi de suite, ben on n'a pas le goût de rester dans un environnement qui est stressant comme ça. Puis, je sais pas si tu as vu le film Le Petit Prince. Le Petit Prince, le film, non. C'est un film d'enfant, là, mais ça démontre un peu comment les humains aujourd'hui, dans la société de performance, on est rendu sur un autopilote. Okay. Donc, on se lève le matin, on répète les choses, on va travailler, on fait la job, on vient à la maison, on se couche, on recommence. Ouais. C'est tout le temps métro, boulot, dodo en répétition. Ouais. Mais quand on regarde ça, tu sais, puis on regarde la COVID, qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, ce que les gens ont fait, c'est ralentir. Ouais. Et là, tout à coup, l'autopilote débarque. Et là, tu lèves les yeux, puis tu regardes ce que tu fais, ce que tu es en train de faire, puis tu réalises que tu n'es pas nécessairement heureux. Ouais. Et là, c'est là qu'il y a eu beaucoup d'effets là, sur les climats organisationnels parce que là, beaucoup de remises en question égale beaucoup de départs. J'ai des entreprises qui me parlent puis qui me disent « Julie, on n'avait jamais connu ça, là, un taux de roulement aussi élevé. Des gens, des piliers qui étaient là depuis tellement longtemps ont décidé de partir pour un travail avec moins d'heures par semaine ou plus proche de la maison ou du télétravail. Donc, oui, on est orienté sur la qualité de vie parce qu'on a ralenti, on a observé puis on a identifié qu'on ne voulait plus travailler 100% de notre temps puis faire juste ça, que le travail prenne toute la place. C'est là qu'on est rendu aujourd'hui, là. L'équilibre. Moi, ça fait longtemps que le travail n'est pas... tu sais, je veux dire, j'adore mon travail, mais tu sais, c'est ça. Moi, c'est vraiment l'extérieur qui est comme pour moi le plus important. Tu sais, je veux dire, sauf que, évidemment, le travail, tu passes tellement d'heures que, tu sais, faut que tu sois dans quelque chose qui te touche ou qui te fait... ou que t'aimes. Tu sais, c'est juste, justement, pour le salaire. Tu sais, c'est un gros salaire, puis je fais ça, mais je veux dire, c'est sûr que ça te joue à l'intérieur. Là, tu sais, ça peut... Il y en a qui vont travailler pour la paye, ça va toujours ça changera rester. Pas, c'est sûr, mais... Mais tu sais, t'auras jamais... Celui qui choisit la paye n'aura jamais ce désir-là de créer une synergie là, qui est extraordinaire avec son équipe. Tu sais, ça va être un choix qui est rationnel, orienté sur les besoins de base. Mais ça ne dure pas dans le temps. Tu sais, on aime mieux avoir un environnement de travail qui est sain avec un salaire plus bas que d'avoir un environnement qui est toxique avec une grosse paye. Et ça, moi, je le vis toutes les semaines avec les clients que j'accompagne. Oui, c'est ça. Est-ce que tu dirais qu'il y a d'autres défis? Là, justement, les entrepreneurs, tu as mentionné le télétravail. Là, ça, c'est quelque chose qui est comme... Ben, qui existait un peu, mais là, qui a explosé avec la COVID. Là, puis il y a bien du monde qui ont fait c'est vraiment le fun, mais ça dépend du tempérament. Là. On sent que les introvertis, peut-être qu'ils ont vraiment eu du plaisir. Ah oui. Les autres, ils étaient contents. Dans une petite bulle, pas dérangée aux 4 secondes par quelqu'un. En fait, le télétravail, c'est une super bonne solution. Je pense, moi, personnellement, mon opinion, c'est que le modèle hybride est le meilleur. Donc, on peut faire du télétravail puis avoir des journées au bureau pour être capable là, de créer des connexions. Mais au-delà de ça, le télétravail, il faut être capable de bien le faire. C'est-à-dire, moi, j'appelle pas ça du télétravail, j'appelle ça du présentiel virtuel.
Ouais. Donc, avec mes équipes, quand le 15 mars est arrivé puis que tout le monde est parti à la maison, nous, à chaque matin, on avait des réunions sur Teams. On était connectés avec nos caméras ouvertes. On échangeait sur tout ce qui se passait. On a nos canaux d'équipe. On est capable de s'envoyer des blagues, de vivre les succès de nos collègues. Donc, on vit les interactions sociales, mais à travers l'écran. Ouais. Et du moment qu'on ouvre la caméra, ben là, on voit les expressions faciales, on voit les réactions. Donc, on est capable d'entretenir vraiment le côté émotionnel. Ouais, un côté un peu plus humain là, de tout ça. Exactement, ce qu'on ne peut pas faire juste par un coup de téléphone. Tu sais, le 60% de nos messages passent par notre corps. Ouais. Donc, moi, je disais aux entreprises, ouvrez les caméras. Si vous voulez communiquer puis voir ce qui se passe, là, 60% des messages passent par la caméra. Fait qu'il faut faire du présentiel virtuel, il faut être connecté et se voir malgré qu'on n'est pas ensemble. Puis le Québec, on était archaïque à cet effet-là. Donc, les États-Unis, l'Europe, ils étaient en télétravail, ça faisait quand même plusieurs années. Nous, dans notre mentalité, on a besoin de voir le monde au bureau. Sinon, on a l'impression qu'on se fait tricher. Donc, moi, j'ai entendu beaucoup d'employeurs me dire, Julie, je contrôle ça comment pour être sûr qu'ils travaillent? Mais j'ai l'impression que c'est comme une vieille mentalité. Là, je dis ça, mais sans méchanceté envers la personne. Là, mais c'est une mentalité qui est ancrée, qui est cristallisée dans nos façons de faire parce que c'est 1 heure de travail pour 1 heure payée. Ouais. Ça, dans notre mentalité. Mais au final, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que le résultat. C'est ça. Donc, c'est orienté sur les résultats et non sur les heures. Les heures, c'est ça. Ouais. Puis c'est ça. Parce que moi, en fait, ici, c'est un peu ça, dans le sens que nous, sans m'en rendre compte, mais c'est ça. Moi, toutes nos émissions jouent le mercredi. Fait que moi, il faut que ce soit prêt. Puis c'est un peu ça quand je disais, des fois, je demande un congé, je partirais vendredi plus tôt, je vais profiter du week-end ou j'ai un rendez-vous ou whatever. Mais, au départ, quand on se connaissait moins avec ma boss, mais ça va être prêt mercredi, tes affaires. Oui, ça va être prêt. Puis en montrant cette preuve-là, ben après ça, elle me le demande plus. Le lien de confiance s'est installé. Ça va être prêt mercredi. Ouais. Je vais m'arranger. Je vais aller plus vite une journée. Exact. Même année, il y a cette flexibilité-là aussi qui va aider au rendement. Puis quand il y a eu justement la pandémie, c'est sûr que la première truc, quand c'était vraiment fermé, j'avais pas grand-chose à faire parce qu'on filmait rien. Fait que j'avais pas de montage. C'était un peu bizarre, mais je faisais un peu d'heures, médias sociaux, j'essaie de relier de l'information, mais même année, tu te dis, OK, je suis fatigué, mais j'étais chez nous, j'allais, regarde, il y a 1 heure, je vais aller courir 1 demi-heure. Mais cette demi-heure-là, je savais que je l'avais, entre guillemets, volée, mais je finissais 1 demi-heure plus tard. Il y a une manière, mais c'est sûr qu'il faut faire confiance aux gens, mais... c'est qu'on redéfinit la performance. Puis les statistiques mondiales le démontrent. Il y a des grandes compagnies comme Microsoft qui ont fait les essais de dire, au lieu de 5 jours semaine, on va le faire sur 4 jours. Mais vous devez livrer le même output de travail que si on le faisait sur 5 jours. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui est arrivé? Augmentation de 30% de la performance sur 4 jours. Donc, non seulement on livrait en 4 jours ce qu'on faisait en 5, mais en plus, les employés étaient tellement contents que la performance allait été augmentée. Donc, le temps est élastique en organisation du travail. Puis, ce qu'on est capable, dans le fond, de réaliser, généralement en 8 heures, on va être capable de le ramener en 6 heures ou même en 5 heures des fois. Fait que pourquoi que moi, qui est très performante, je serais pénalisée dans mon horaire de travail, de produire un output de travail sur un nombre d'heures équivalent à celle que ça y prend 8 heures, puis moi 5. Donc, il y a toute la redéfinition de la performance qui rentre en ligne de compte là, quand on parle de ne plus mesurer les horaires de travail. Mais je peux comprendre que ça peut amener des casse-têtes dans la tête de certains business, des fois des entreprises qui justement n'ont pas 10 000 gestionnaires, là, des PME un peu plus petites, que là, tu dis, comment je... Il faut décristalliser. Chaque business est différent, fait que c'est sûr que c'est compliqué. Quand on parle de production, c'est sûr qu'on ne peut pas faire ça. On est en travail d'usine, en manufacturier, on a des produits à sortir. Donc, puis là, si on va trop vite, on peut parfois mettre à risque la santé et sécurité. Fait que cette théorie-là ne s'applique pas là, du côté manufacturier ou de production. Mais quand on parle de travail de bureau, souvent, on va être capable là, d'avoir un modelage du temps qui est beaucoup plus flexible. OK. C'est plus dans ce créneau-là. Oui. Y a-tu d'autres défis que tu penses là, que les entrepreneurs font face? Outre la pénurie de main-d'œuvre, je dirais l'optimisation aussi des processus de travail. Donc, une des formations, des accompagnements coaching qu'on fait beaucoup aussi, c'est tout ce qui a à faire avec l'organisation du travail. Okay. Donc, on se rend compte que les gens, dans tout l'univers du multitâche,
Tu sais, avant, on se disait là, sur son CV, là, je suis multitâche, engagez-moi. Là, c'est extraordinaire. Ouais, c'est ça. Mais tout démontre aujourd'hui que quand on est dans le multitâche, on est moins efficace. C'est sûr. Puis, tu sais, notre cerveau, il n'est pas fait pour être assis 8 heures de temps devant un écran en train de classer des choses. Tu sais, à la base, on était des chasseurs-cueilleurs, on était à l'extérieur, on bougeait. Fait qu'il y a tout ce volet-là qui rentre dans la surcharge mentale. On tombe dans les dépressions, les burn-out, parce que justement, on n'est pas capable de focusser pour atteindre la tâche. Puis, à un moment donné, c'est que on ne sait plus c'est quoi les priorités. Parce que, puis là, on ne sait plus c'est quoi notre rôle puis nos responsabilités. Parce que surtout la PME, là, toutes les tâches, c'est celui qui va être capable de l'apprendre qui va l'avoir. Fait que là, à un moment donné, c'est très éclaté. Puis là, on n'est plus efficace du tout, puis là, on communique pas bien. Donc, on travaille beaucoup sur l'organisation du travail. Ça, c'est un défi majeur. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Revoir nos tâches, revoir c'est quoi nos responsabilités, qui est imputable de donner le résultat aussi. Ensuite de ça, on peut classer les tâches selon si c'est des tâches intellectuelles ou relationnelles. On n'aura pas besoin de la même concentration. Ouais. Puis quand on est vraiment bon, là, puis on arrive au bout, là, là, on va s'en aller dans la chronobiologie. Okay. C'est quoi la période de la journée où je suis le plus productif? Okay. Ouais. Moi, là, le matin à 7 heures, là, mon rythme cardiaque est déjà à 110, là, puis je suis une machine. Mon mari, lui, dort encore, puis il a de la misère à starter. Fait que quand on se parle le matin, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, comme on peut dire. Lui, à 1 heure, 2 heures, puis 4 heures l'après-midi, là, wow, là, ça marche à fond. Moi, ma chronobiologie commence à descendre. Okay. Fait que si j'ai des tâches importantes, intellectuelles, je vais les faire là où mon corps me donne le plus d'énergie pour les faire. Fait que ça, c'est quand on arrive vraiment plus loin là, dans l'organisation du travail. Puis si je peux donner un truc à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est le jeu des balles. Okay. On se dit tout ça, on est bon avec notre argent pour le gérer. T'sais, on dépense notre pain, on sait où est-ce que va nos sous et ainsi de suite. Mais notre temps, là, on pense encore que c'est une mesure qui est élastique. Ouais. Pourtant, le temps, une fois qu'il est écoulé, il revient plus. C'est terminé, c'est fini, c'est perdu, c'est en arrière de nous. Donc, si on prend le jeu des 40 balles, si on a 40 heures par semaine, tu deviens un jongleur avec tes 40 balles. OK. Là, tes 40 balles, dans un jeu de visualisation, tu vas écrire toutes les tâches que tu fais, puis il faut que ça fitte sur 40 balles dans ton temps. Une balle étant 1 heure. Non, puis là, tu mets ça dans un vase. Fait que, si tu veux faire l'exercice, prends des post-it. Ça va peut-être être plus facile à aller trouver que des balles. Ouais. Mais l'idée, c'est de dire j'ai 40 heures ou 35 ou 32 selon l'horaire de travail qu'on a. Puis d'identifier c'est quoi que je fais avec ce temps-là. Puis là, souvent, quand on fait cette veille diligente-là de notre temps, on réalise qu'il y a plein de choses qui ne sont pas à valeur ajoutée. Que c'est des choses qui pourraient être données à un collègue ou même j'ai vu des gens travailler sur des choses qu'ils ne savaient plus qu'on n'utilisait plus. Donc, par exemple, produire des rapports que plus personne lisait. Parce que ça fait 10 ans que je fais des rapports. Donc, je continue de les faire. Je ne me questionne pas sur ces tâches-là. Mais là, il n'y a plus personne. Le patron qui les lisait, il est parti il y a 5 ans. Puis toi, tu as continué à faire tes rapports. Ça, là, ça a l'air drôle, mais c'est typique dans les organisations, là, surtout quand on tombe dans la plus grosse organisation. Fait que moi, je recommande toujours à chaque 6 mois de faire une veille diligente de ton temps. Comment est-ce que tu occupes ton temps? Comment est-ce que tu viens classer tes tâches? Est-ce qu'il y a des choses qui devraient être transférées, déléguées ou qui ne sont pas du tout dans ton rôle? Puis après ça, on peut s'asseoir avec l'équipe de travail puis réorienter tout ça pour être plus performant puis s'assurer qu'on met le temps vers les valeurs ajoutées. Oui. Mais ouais, je trouve ça important, la chronobiologie, justement, ici, le faire du montage 8 heures, là, de regarder un écran, je veux dire, c'est bon, je pense que c'est encore pire que du traitement de texte ou des affaires parce que faire du montage, c'est un casse-tête de prendre des morceaux, de les déplacer, puis tu es tout le temps comme en train de penser à ton casse-tête, de comment tu fais ta patente, même année. C'est sûr, il y a des moments que tu regardes l'écran et ça fait 45 minutes que Ou tu fais des erreurs, tu sais, que là, tu oublies des trucs, là, il faut que tu recommences. Fait qu'on devient moins efficace. Ouais. Et c'est là que, tu sais, quand j'étais en télétravail, de dire, OK, je vais aller courir. Parce que, anyway, tu sais, c'est ça, tu te dis, la mentalité, là, je travaille 8 heures, je suis supposé être là, mais je suis là, mais moi, ça fait 45 minutes que je fais rien. Que je suis pas là. Je suis pas bon. Oui, c'est ça. Fait que ça sert à quoi? Je vais aller courir, je vais revenir, puis mon cerveau va repartir. Tu sais. Fait que finalement, ce 30 minutes-là que je prends est d'autant plus important de me réveiller ou faire quelque chose. Oui, c'est sûr. Ça. Quand on est en télétravail, en partant, la règle, c'est qu'à chaque heure, on devrait prendre 5 à 10 minutes de pause. Ouais.
pour se lever, bouger, boire de l'eau, respirer, sortir, faire une coupure avec l'écran. Puis après ça, on revient en mode plus performant. Donc, si on reste toute la journée là, ancré là, puis sur notre ordinateur, c'est sûr que c'est drainant. À la fin de la journée, on n'a plus d'énergie, on a tout donné. On a en anglais mental fog, là, du brouillard mental qui va venir s'installer. Donc, ça devient difficile d'être performant dans ces contextes-là. Oui, exactement. Puis c'est pas rare que des fois, je reviens en auto, puis je mets rien, pas de musique, pas rien. Il faut que ça soit le silence parce que ça fait 8 heures que j'écoute. Ouais. Mettons, on a une discussion là que je vais remonter après, mais je vais réécouter des fois le même bout, puis des bouts de phrases. Fait qu'à un moment donné, t'as juste des mots dans la tête, mais qui font plus de sens. Là, c'est spécial, en tout cas. Mais puis, il y a un employé qui m'avait dit en formation un truc qu'il faisait parce qu'il était en télétravail. Quand il finissait de travailler, il prend son auto, il fait un tour de rue, puis il revient à la maison. Fait que lui, ça lui permettait de faire la coupure entre le moment où est-ce que je travaille, je finis de travailler, puis là, je passe à ma vie personnelle parce que quand tu es en télétravail, tu as le patron dans ton salon. Ouais. Donc, comment est-ce que je fais la coupure puis que je me mets moi-même mes limites? Parce que, contrairement à ce que les patrons peuvent penser, le monde a travaillé plus en télétravail que qu'est-ce qui travaillait à la maison parce que, bon, je m'endors pas, je vais aller prendre mes courriels. L'information, elle est toujours accessible puis elle est toujours disponible. Donc, je reçois un courriel, il rentre sur mon téléphone, c'est sûr, je vais le regarder pour voir ce qui s'est passé. Là, on drop une bombe. Là, Là, tout à coup, on n'est plus dans notre mode fin de semaine de congé. Là. Non, c'est ça. Là, on est tout de suite projeté dans l'anxiété de dire comment est-ce que je vais faire pour aborder cette discussion-là lundi. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a des pays qui ont mis des lois sur les serveurs de compagnie. Quand telle heure est telle heure, il n'y a plus de message qui sort du serveur de compagnie. Comme ça, on respecte les temps de travail puis on permet aux employés d'être en pause quand ils ne travaillent pas. Oui, parce que j'ai entendu parler des entrepreneurs, puis des fois, c'est pas pour mal faire, mais dire, eux, je comprends que c'est leur business, puis des fois, ils ont un flash le samedi, puis ils envoient un mémo pour pas l'oublier, juste faire, c'est ça, mais les employés le reçoivent et ils pensent, s'ils le voient, c'est ça, des fois, c'est pas nécessairement pour mal faire, mais ça amène... des fois, OK, là, ton cerveau part. OK, là, il veut parler de ça. Puis là, tu y penses dimanche, là, OK, lundi, tu sais. Moi, j'ai changé ça. J'étais comme ça avant. J'étais pas consciente là, de tout ça il y a plusieurs années, là, bien entendu. Moi-même, d'avoir dépassé mes propres limites a fait que j'ai changé mon fusil d'épaule. Mais aujourd'hui, avec mon équipe, c'est moi qui est la présidente de l'entreprise et qui dit à mes employés... Écrivez-moi pas à 6 heures le soir. Fermez vos courriels. Je veux pas vous voir quand je les vois sur Teams un samedi qui sont connectés. Déconnecte-toi, t'es en congé. Ouais. Donc, c'est moi qui dis aux employés, faites pas ça, qui essaient de les déprogrammer parce que c'est pas inné. On pense encore, on veut être performant, on veut donner. Mais dans tout ça, si on devient fatigué puis brûlé puis on a de la charge mentale, on rend pas service à personne. Non, exactement. Puis, de toute façon, si t'as un flash, note-les. Comme... Ouais. Fais un brouillon d'email, envoie-les pas. Ça existe. C'est ça. Tu veux pas oublier ce flash-là parce que ça peut arriver. Là, une affaire, oh shit, OK, on pourrait faire ça. Puis... mais c'est ça. Nous, on s'est donné comme outil Teams. Ouais. Donc, bien entendu, on est connecté là-dessus. Et la règle qui a été mise au niveau des communications, c'est que tout ce qui a par rapport au travail passe par Teams. OK. Ce qui est personnel va aller sur les autres médias, Facebook, Messenger, peu importe. Mais quand c'est le travail, c'est Teams. Donc, entre 6 heures le soir et 6 heures le matin, mes notifications sont fermées sur mon cellulaire quand que ça vient à Teams. Okay. Donc, moi, je ne les regarderai pas, tes messages. Ouais, c'est ça. Écris ce que tu veux là-dessus, mais je ne recevrai pas les notifications. Donc, on s'est donné un système comme ça de communication. Puis, si quelqu'un de mon équipe m'écrit sur Messenger, ça va être pour du travail communautaire, toute l'implication qu'on a dans la société qui n'a pas rapport avec le travail. Là, on va migrer sur, là, c'est personnel, ça n'a rien à voir avec ComplexX. Exactement. C'est une bonne façon de faire. Je voudrais parler un peu parce qu'il y a une autre partie que j'ai vue dans votre truc sur la francisation, puis tout le côté aussi multiculturel, l'intégration des immigrants. J'aimerais ça qu'on rentre là-dedans. Je trouve ça très intéressant, en fait. C'est ça, en fait, de comment ça fonctionne. Est-ce que c'est, mettons pour la francisation, c'est-tu vraiment l'entreprise qui vous
contact, s'ils ont des besoins particuliers? Oui, en fait, la façon que ça fonctionne, parce que là, on dit de la francisation, c'est quoi le rapport avec le développement organisationnel ou la formation? C'est comment que ça s'est présenté comme service chez ComplexX. Fait que je vais juste expliquer cette histoire-là avant de dire comment que ça se passe. Mais pour nous, la réalité de la pénurie de main-d'œuvre, puis le portrait de diversité culturelle dans la main-d'œuvre et les entreprises, pour nous, c'est sûr qu'une des solutions à la pénurie de main-d'œuvre, puis ce sur quoi on doit travailler, c'est l'intégration des immigrants dans nos entreprises. Il faut être meilleur à faire ça. Donc, Annie, qui est ma sœur, donc c'est entreprise familiale, bien entendu. C'est une enseignante de français qui, pendant des années, travaillait dans le milieu de la francisation et voyait que c'est un milieu où est-ce que c'était plus difficile dans le milieu scolaire. Là. On a des groupes de 30. Il n'y a pas nécessairement de pédagogie qui est uniforme dans les programmes de francisation là, qui se donnent. Alors, elle, pendant ces années-là, où est-ce qu'elle a vécu les lacunes, elle avait le rêve de développer un programme pédagogique pour les immigrants qui tient compte de plein de facettes qu'on ne tenait pas compte nécessairement dans le programme qui se donnait dans les écoles et qui était là, dans le fond, pour les adultes aussi, aider les adultes, la réalité du marché du travail. Donc, Annie s'est jointe à l'entreprise en 2018 et elle a développé le programme de francisation au travail. OK. Donc, nous, on accompagne vraiment les gens qui sont issus de l'immigration ou ceux qui ne parlent pas français à mieux s'intégrer dans le milieu de travail par l'intégration multiculturelle, donc apprendre les valeurs québécoises et comment que notre éthique de travail fonctionne. Et ensuite, à parler français, mais pas juste français, parce que la plupart des programmes de français qui existent, un français international. Ouais, OK. Et nous autres, on parle québécois. Ouais. C'est une autre affaire. Quand tu arrives en usine et tu t'en viens travailler, ou les travailleurs saisonniers qui viennent pour l'agriculture, puis qui ont appris du français international, puis qui nous écoutent parler, ils disent « j'ai rien compris ». Ouais, on coupe beaucoup les mots. On parle vite quand même. Absolument. On s'en rend pas compte, là, mais... On a plein d'expressions aussi qui sont propres à nous. Donc, ça amène vraiment beaucoup de difficultés puis beaucoup d'enjeux. Donc, on a bâti un programme qui a été approuvé par le ministère de l'Immigration puis de l'Éducation. Donc, on a développé toute la méthodologie autour du programme québécois. Donc, on respecte les exigences du programme, mais on est venu adapter cette réalité-là au marché du travail. Donc, si par exemple, on accompagne des soudeurs dans une entreprise, c'est sûr qu'on va aller chercher tout le vocabulaire inhérent à la soudure puis à la santé-sécurité parce qu'on sait que les immigrants font partie des statistiques là, en termes d'accidents de travail parce qu'il y a une mauvaise compréhension souvent des directives qui sont données. Fait qu'on va travailler cet aspect-là. Donc, on est des partenaires stratégiques pour les employeurs pour aider à intégrer les immigrants et on a amené un volet d'intégration multiculturelle aussi qui fait qu'on prépare les gestionnaires à accueillir des immigrants dans les milieux de travail. Donc, comment est-ce qu'on fait face justement aux barrières de langage, aux barrières de culture? Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place des bonnes pratiques de communication pour s'assurer qu'on va bien prendre en charge ces immigrants-là et s'assurer qu'ils soient bien dans leur environnement de travail pour qu'ils restent? Parce que faire venir des immigrants, ça coûte cher aux entreprises, mais il faut les garder. Donc, si on les forme, on les a dans l'entreprise, puis ensuite de ça, on n'est pas capable de les garder, ils vont tourner dans leur pays. Puis là, ça va avoir été des dépenses inutiles ou des coups d'épée dans l'eau. Donc, on le sait, on a une main-d'œuvre qui est vieillissante, on a un portrait démographique qui n'est pas très joyeux là, en termes de relève de main-d'œuvre. Donc, on a besoin du portrait de l'immigration pour être capable d'assurer une pérennité pour nos entreprises, là, que ça continue à se développer. Mais il faut faire une bonne intégration de nos immigrants puis une bonne francisation parce qu'encore une fois, si les immigrants veulent rester ici, ils doivent parler français. Ça fait partie des projets de loi du gouvernement. Donc, même s'ils parlent anglais dans leur pays, c'est pas suffisant. Ils doivent passer un test de français, de connaissance du français. Et puis, nous, on est un centre accrédité justement pour faire passer ces tests-là. Donc, on les accompagne sur toute la ligne dans leur processus de francisation, dans l'intégration en milieu de travail. Puis ensuite, on va les aider à atteindre le niveau de francisation adéquat pour qu'ils puissent faire leur démarche de résidence permanente pour le Québec. Et je te dis, ce test-là est assez difficile. Ils doivent réussir un test là, de niveau intermédiaire avancé, qui est l'échelle 7 dans le gouvernement québécois, mais qui est la nomenclature B2 au niveau international. Et ça, c'est difficile. Donc, si on n'aide pas nos gens à les franciser par des bonnes pratiques dans le milieu de travail, ils ne réussiront pas leur test de francisation. Non, c'est ça. Fait qu'il y a des enjeux de culture, d'intégration,
puis de francisation. Donc, notre équipe est habilitée pour accompagner au niveau du développement des ressources humaines, des pratiques de gestion et également de la francisation. Oui, puis je veux dire, les immigrants, ils viennent ici, ils quittent leur pays, ils ont 10 000 raisons, mais souvent, c'est pour avoir une meilleure vie, une meilleure qualité de vie. Oui. Fait qu'ils ils viennent pas ici pour rien faire. Ouais, ils veulent, ils veulent être des intervenants actifs dans la société. Mais il faut mettre des structures. Ça ne se fait pas magiquement. Puis on n'est pas bon pour intégrer les immigrants. Là, les statistiques qui sont sorties là, au niveau du Conseil du patronat du Québec là, démontrent là, qu'il y a énormément de travail à faire pour faire un meilleur travail parce que malheureusement, on a encore des employeurs qui pensent que je m'achète des gens pour venir travailler. Donc, je paye l'immigration. Eux autres, ils viennent ici, sont contents d'être ici. Donc, ils vont faire le travail, même si je m'en occupe pas bien. On voit encore ça dans les entreprises, malheureusement. Et ça se passe pas comme ça. Les gens qui sont issus de l'immigration économique, c'est pas des réfugiés. C'est différent. Oui. Donc, on part d'un pays où est-ce qu'on avait un diplôme, on avait une profession, on avait un compte de banque, on avait souvent une maison, une qualité de vie. Puis oui, on veut venir au Canada parce que c'est plus sécuritaire, parce qu'on a des meilleures opportunités d'emploi, parce qu'on veut une éducation pour nos enfants. Oui. Mais on n'est pas dans un statut nécessairement de réfugié. Donc, il y a de l'éducation générale à faire dans la population pour faire la différence entre quelqu'un qui vient comme réfugié, donc qui a vécu, par exemple, la guerre, puis là, qu'on accueille en catastrophe ici, puis quelqu'un qui était dans un environnement de qualité de vie et qui vient ici au Canada pour, oui, se donner des opportunités de vie, mais pas nécessairement pour recommencer à la base. Puis avec les équivalences de diplômes et ainsi de suite, là, il y a déjà beaucoup de gens surqualifiés qui viennent prendre des emplois sous-qualifiés parce que les reconnaissances des acquis ne sont pas faites. Oui, c'est ça. Il me restait d'autres sujets. On n'embarquera pas là-dedans dans le sens que, tu sais, je veux dire, dans ma tête, peut-être que c'est trop simpliste, mais il y aurait peut-être moyen de mettre des trucs, en tout cas, qui puissent passer des tests pour, tu sais, oui, il y avait un diplôme, mais savoir comme, est-ce qu'ils ont un manque, puis peut-être juste prendre des cours, tu sais, pour compléter. Ici, tu sais, si on parle de médecine, si on parle de, tu sais, bon, là, ça devient complexe, là, mais tu sais, je me dis, il y a peut-être moyen de par un test, quelque chose, de voir, OK, c'est quoi son acquis, c'est quoi où il est rendu. Bien, ça, on tombe dans la sphère politique, puis ça prendrait une autre émission pour en débattre. Mais il y a beaucoup de choses à faire en termes de vision de société, mais malheureusement, là, on doit composer avec ce qu'on a. Exactement. Oui, c'est ça. Puis parce qu'il y a l'autre question aussi du français. Je veux dire, si on avait eu un pays, ce serait plus simple. Mais je ne veux pas passer un autre débat là-dessus. Parce que il reste quelques minutes, puis je voulais parler d'implication sociale. Là. Tu l'as mentionné un peu tout à l'heure, là, mais on s'en est parlé avant, mais avec je voulais savoir un peu, c'est quoi pour toi, justement, c'est quoi le besoin, ou ça vient d'où, en fait, de t'impliquer socialement, puis particulièrement là, avec les gouverneurs de l'espoir? Oui, bien en fait, c'est une grande histoire. Je suis impliquée dans beaucoup d'organismes. Donc oui, je suis gouverneur pour les gouverneurs de l'espoir et notre équipe chez Complexe X, on a décidé d'embarquer dans un programme où est-ce qu'on sponsorisait aussi une famille pour amener cette aide-là plus loin. Je suis aussi présidente du conseil d'administration pour le centre de la famille des militaires. Okay. Donc, mon mari ayant été un militaire, il a servi pendant 20 ans. Il a fait 4 missions à l'étranger. Donc, ça fait pratiquement 4 ans que je collabore là, pour aider le centre de la famille à mettre en place des programmes justement pour les familles de militaires. Je suis administratrice aussi dans la Chambre de commerce pour aider au rayonnement des entreprises locales. Donc, j'essaie toujours de redonner beaucoup à la communauté. Mais la Fondation des gouverneurs de l'espoir, c'était quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur parce que j'ai vécu moi-même la maladie étant jeune. Donc, les 15 premières années de ma vie, je les ai passées beaucoup à l'hôpital. Donc, j'ai vécu ça, la maladie, et ça change vraiment la façon de voir les choses. La fratrie aussi, donc ma sœur qui a vécu ça, donc de regarder sa sœur malade, mes parents qui ont vécu la maladie aussi, puis il n'y avait pas l'aide qu'il y avait. C'est ça, il n'y avait pas d'organisme vraiment qui aidait. Mon père travaillait 7 jours semaine parce qu'il n'y avait pas d'assurance pour payer les médicaments. C'était un tout autre monde. Donc, heureusement, on s'en est sorti sur des notes positives, puis la maladie n'a pas eu raison de moi. Et c'est pour ça que je suis devenue une
une battante, mais c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je veux appuyer puis je veux redonner à la communauté en aidant différents programmes. Et les gouverneurs, on va lancer un programme pour la fratrie, justement, prochainement, où est-ce qu'on va aider... on pense souvent aux enfants malades et aux parents, mais les frères et sœurs qui vivent la maladie... Oui, ils sont touchés. Ils sont touchés là, de façon très, très profonde. Ma sœur vit encore des traumatismes de cette époque-là. Aujourd'hui, juste d'en parler, parfois, on se met à pleurer. Puis c'est des conversations qu'on n'est pas capable encore d'avoir. Plusieurs années plus tard. 25 ans plus tard. Là. Donc, ça marque toute une vie. Donc, c'est sûr que pour moi, de pouvoir m'impliquer... ça fait partie, c'est la suite logique, là, ayant vécu des situations comme ça dans ma vie. Peut-être juste expliquer, gouverneur de l'espoir, là, si jamais il y a quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi le principe, en fait, de... Bien, les gouverneurs de l'espoir, c'est une fondation qui est là pour aider les familles des enfants qui sont atteints de maladies graves. Donc, on est là pour supporter par de l'aide psychologique, de l'aide alimentaire. Donc, la fondation, puis je dis on parce que je suis gouverneur, mais c'est la fondation, elle est indépendante, là, mais ils mettent en place des services justement pour accompagner les familles. Donc, toutes sortes d'initiatives sont mises en place pour justement cibler les besoins puis être capable d'adresser ça. Parce que quand on vit la maladie, bien, peut-être que les deux parents vont devoir arrêter de travailler, s'occuper de l'enfant. Les filets de société sont très minces à cet effet-là. On n'a pas beaucoup d'aide. Donc, après quelques semaines, là, on tombe dans une craque là, au niveau des programmes du gouvernement. Donc, la Fondation vient justement combler ces craques-là puis faire une différence dans la vie des familles de façon extraordinaire. Là. Donc, c'est très, très important là, de donner à des organismes comme ça. C'est un organisme qui est local aussi, donc qui est très, très présent dans la région. On fait beaucoup d'événements, donc on en a un prochainement, là, le 18 juin. Il y a un peu de tout dans ces levées de fonds-là. On essaie d'être diversifié, c'est sûr. Là. Nous, on organise un événement fête familiale et vélo le 18 juin prochain, donc on commence à vendre des billets, justement. L'idée, c'est d'amener les gens au Récréoparc, ça va se tenir à Sainte-Catherine. Et puis, on va avoir des jeux gonflables, du maquillage pour les enfants, de la musique. Puis, on va avoir aussi les cyclistes qui vont faire du vélo là, au profit de la Fondation. Donc, ça, c'est une collaboration qu'on fait avec IGA à Saint-Rémy, IGA Primo, et les Sœurs Lefort, donc, qui sont à Sainte-Clotilde. Et justement, les cyclistes vont passer à travers 7-8 municipalités là, pour faire le 85 km de vélo au profit de la Fondation. Donc, on a très hâte de tenir cet événement-là là, en partenariat avec d'autres entrepreneurs et d'entreprises de la région là, qui participent justement à cet effort de levée de fonds-là. Ben, écoute, c'est tout à votre honneur là, de lever ces argents-là, de tout ce travail-là avec la Fondation. Mais c'est tout le temps qu'on a. Ça passe ça très vite. Ça allait vite. Je sais, ça va vite. On se reverra peut-être une autre fois s'il y a d'autres choses à dire. Mais merci beaucoup pour ton temps. Ça a été vraiment une belle discussion. Bien, merci à toi de m'avoir invité. Super contente d'avoir pu passer à ton émission.